la deuxième phase du plan d'assistance humanitaire lancé ce mercredi dans ce journal. Et puis l'urgence d'un sans faute pour les Lionnes en Turquie. Elles sont en campagne de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Premier match, c'est dans 3 jours. Nous irons... et de notre société. Le dossier du journal en ouverture et ces chiffres du Covid-19. Grand découragement de ceux qui se mobilisent pour connaître leur statut. Un acte de responsabilité qui devient un parcours du combattant. Les constats de Barbara Padjama à Yaoundé ce mercredi. Un parterre dévoilé ce mercredi au moment du lancement de la deuxième phase du plan d'assistance humanitaire d'urgence, lancement conduit par le ministre Paul Atanganji. Augustin Guizana dévoile l'envergure de cette initiative du chef de l'État menée conjointement par le gouvernement et par le système des Nations Unies. Selon les responsables du système des Nations Unies, le Cameroun est le deuxième pays le plus affecté par l'insécurité au sein du bassin du lac Tchad, après le Nigeria du fait de Boko Haram, avec plus de 320 000 déplacés. Le pays continue de faire face à la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec les conséquences qu'on connaît. La crise en Centrafrique aussi a provoqué de nombreux réfugiés. Le coronavirus est venu pour ne rien arranger. C'est pourquoi pour la 8e année consécutive au Cameroun, le système des Nations Unies en collaboration avec le gouvernement lance le plan des besoins et des réponses humanitaires. Notre plan va affecter 3 millions de personnes. C'est dans le domaine de l'éducation, alimentation sécuritaire, dans le domaine de santé. Pour le ministre de l'Administration territoriale Paul Atanganji, ce plan vient à point nommé. Le projet que nous lançons aujourd'hui a pour but d'accompagner le gouvernement dans sa réponse humanitaire. Nous voulons rassurer tous nos partenaires que nous allons leur apporter dans la compréhension le soutien nécessaire pour l'exercice de leurs activités au Cameroun. Les responsables du système des Nations Unies n'ont pas révélé le coût estimatif de ce projet. Ils ont dit néanmoins compter sur les partenaires pour atteindre leurs objectifs en 2021 au Cameroun. Heureusement, on note une nette accalmie sur le front de l'extrême nord. Là-bas, 55 ex-combattants de Boko Haram repentis viennent au centre de transit du comité de désarmement, démobilisation et réintégration de Méry, c'est dans le département du Diamaré. À tous ses concitoyens ex-terroristes, le chef du centre régional de DDR a réitéré le message d'amour et de pardon du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui garde cette main tendue. Le récit de Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Accueillis à bras ouverts au centre de transit de Méry, cette vague composée de 32 enfants, 11 femmes et 12 hommes dit être convaincus par le message d'amour et de paix du gouvernement camerounais. Je regrette d'avoir commis toutes ces atrocités. Je remercie le Seigneur et le gouvernement camerounais pour le pardon. Leur reddition, explique le chef de centre régional du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, est le fruit d'une synergie d'action civilo-militaire. Leur édition s'est déroulée de plusieurs façons, notamment à travers les opérations militaires d'influence que la force multinationale et les autres forces ont organisées au Nigeria. 8 autres Camerounais formés au centre DDR de Gombe au Nigeria ont rejoint ces dernières semaines le centre de transit de Méry, ce qui porte aujourd'hui à 328 le nombre de pensionnaires, dont 69 femmes, 144 enfants et 115 hommes. Une accalmie à mettre également à l'actif du génie militaire à pied d'œuvre dans cette région de l'extrême nord, notamment sur la route Salé-Dabanga. Et le génie militaire également mobilisé aux côtés de l'église catholique ici à Yaoundé pour la construction des nouveaux bâtiments de la chapelle d'Olézoa et des salles de classe de l'annexe anglophone du collège de la retraite. Sur le site des travaux ce mercredi, des visiteurs illustres
le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, et l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Évaluation du chantier racontée par Pierre Evembe. À tout seigneur, tous élèves et étudiants de contempler la splendeur glorieuse du Dieu des armées. La descente du ministre Joseph Betty Assomo et Monseigneur Jean Barga les a conduits au collège de la retraite où le génie militaire a une fois le plus montré son savoir-faire à travers ses bâtiments scolaires. Notre appréciation est unanimement satisfaisante parce qu'il y a et la technicité, il y a la programmation, il y a même l'esthétique des ouvrages. Le génie militaire a correspondu exactement à ce qu'on attendait. Satisfaction des deux côtés et réflexion sur le professionnalisme et cette capacité des militaires à toujours respecter le drapeau et les délais, surtout dans le domaine du BTP. Il faut arrêter les délestages au Cameroun et fournir de l'électricité en quantité et en qualité aux ménages et aux entreprises. Le leitmotiv du ministre de l'Eau et de l'Énergie en tournée d'évaluation du circuit de transport électrique dans certaines régions. Dans le littoral ce mercredi, Gaston Elundo Essomba a porté le même message contre le vandalisme et les autres activités dangereuses qui menacent les lignes de transport de l'électricité. Lucrèce Mebenga sur les pas du ministre. Qui les a d'abord installés? Qui peut installer quelqu'un sous le corridor? Yassa, colère noire justifiée du préfet du Vouri. Sous cette ligne de transport d'électricité de 90 000 volts, des garages et des ateliers de soudure, ces deux manchons posés sur les lignes rappellent que la Sonatrel a dû y mener une action de sertissage après que le feu parti d'une menuiserie ici brûle un conducteur de la ligne haute tension, plongeant une partie de Douala dans l'obscurité pendant 17 heures. Activité dangereuse sur les installations illégales. Dommagement. 1 75 000 francs. Oui, on m'a donné, j'ai réussi. Et je suis parti ailleurs. C'est par derrière que je vois comment les gens sont encore vendus la même place que nous on habitait avant. Il y a Yassa, PK5 et son parc à bois à Douala, mais il y a aussi la zone rurale. Si un fil tombe seulement là, nous tous là, on est morts. 225 000 volts. Vous savez ce que ça veut dire? La distance entre les lignes haute tension et les habitations ainsi que les autres activités humaines varie entre 30 et 50 mètres, voire plus en cas de non-respect. Bonjour l'effondrement de la ligne, pire l'électrocution. Parlons à présent gouvernance et d'abord la promotion des bonnes pratiques communales pour le développement local. Le FECOM à la manœuvre, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale dévoilait ce mercredi à Yaoundé les contours du 4e prix national FECOM. Le concours est ouvert aux communes, aux communautés urbaines et autres regroupements. Le vainqueur de cette édition 2021 remportera la rondelette somme de 50 millions de francs CFA. Des informations recueillies à la cérémonie de lancement de ce concours, présidée ce mercredi donc par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Le reportage, Étienne Pascal Azeg. 5 domaines de compétences sont retenus pour évaluer les communes et les communautés urbaines pendant la 4e édition du prix national FECOM. Il s'agit entre autres de la gestion des ressources, des équipements et infrastructures, de la gouvernance locale et du développement durable. Les autres contours qui vont aboutir à la récompense des meilleures pratiques communales de développement local sont dévoilés au cours de cette cérémonie de lancement officiel à Yaoundé. Le FECOM a mis en place une compétition entre les collectivités qui est apprécié par celles-ci en juge par le niveau de participation, tant qualitatif que quantitatif. C'est l'occasion de recommander que ceux qui sont primés puissent voir leur expérience copiée par les autres de manière à ce que nous ayons une accélération du développement local à travers les collectivités. Le prix récompense au total 13 récipiendaires pour un montant total de 105 millions de francs CFA. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local rassure le FECOM du soutien du gouvernement dans cette initiative qui suscite l'émulation entre les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le combat contre le coronavirus au Cameroun est cette bonne information pour les femmes enceintes. Elles ne sont pas des personnes à risque malgré les multiples mutations opérées par le virus au cours de ces 2 premières années de manifestations sur le territoire national. Pour les explications de ce phénomène, nous allons retrouver notre reporter Évariste Eyenga et son invité qui nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Le Covid-19 et les femmes enceintes, qu'est-ce qui peut bien avoir changé après une année de lutte, étant donné qu'une situation de crise, il y a des mutations qui s'opèrent, des changements. Y en a-t-il eu? Question ce soir au professeur Mbou Robinson. Professeur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Je voudrais dire félicitations. Vous êtes parti d'ici directeur de la santé familiale. Vous revenez directeur général de l'hôpital gynéco de Yaoundé. Félicitations. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les femmes enceintes et le Covid-19 entre-temps? La Covid que nous avons aujourd'hui, c'est la même chose qu'on se trouve dans le monde entier. Nous avons les variantes P1 par exemple, B1117, le B1427, le B1429. Comme on n'a pas encore fait chez nous exactement ce qui est là, mais nous pensons que ce qui circule au Cameroun, c'est la même chose. Ces nouveaux variants n'ont pas eu un effet additif par rapport à ce que nous connaissons. Donc la grossesse reste la même. Pas grand-chose entre le début de la grossesse et la Covid que nous avons en 2021. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est pour dire, c'est les mesures que nous sommes en train d'exécuter, les mesures de prévention, qui sont très importantes, qui restent toujours importantes, même quand le vaccin va arriver. Après la vaccination, on va toujours rester pour respecter les mesures de prévention. Merci à vous, professeur Mbou, toujours très épais dans vos réponses. On vient donc de le noter, pas de changement particulier pour ce qui concerne les femmes enceintes et le Covid-19. Il s'agit de rester accroché aux mesures préventives, les mesures barrières. Quand bien même il s'agirait du vaccin, toujours rester accroché à ces mesures. Merci également à votre invité et félicitations au professeur Mbou. En littérature, l'autre dédicace ce mercredi de l'ouvrage de notre collègue journaliste Félicité Oyono, l'ouvrage intitulé « J'ai vu la détresse quand la maladie frappe ». Le livre était présenté cette fois-ci aux membres du Parlement. La cérémonie de dédicace à l'hôtel des députés de Yaoundé était conduite au nom du président de l'Assemblée nationale par le vice-président Théodore Dato. L'esprit et la lettre de l'ouvrage, Pulchéri Athé. C'est un roman de 156 pages préfacé par le docteur Yves Martin Aranda-Siga et qui plonge le lecteur dans l'univers de la maladie tel que vécu par l'auteur de l'ouvrage. À travers la maladie de mon époux, l'honorable Oyono Martin, qui a été frappé par un AVC, ça m'a fait toucher du doigt en fait une souffrance que je n'imaginais pas. Passionné de l'écriture, l'auteur remet au goût du jour la problématique de l'encadrement des malades et des gardes-malades. Tellement on est tellement focalisé sur le malade, on oublie que le garde-malade est à côté et que le garde-malade lui aussi peut sombrer. Il y a même des gardes-malades qui passent avant les malades. Une expérience qu'elle partage non seulement à travers les pages de cet ouvrage, mais aussi par la mise en place d'une association. J'ai créé l'association et elle est en train d'entrer en plein dans ses activités. La séance de dédicace à l'hôtel des députés de Yaoundé a mobilisé des membres du gouvernement et des parlementaires sous la houlette du vice-président de l'Assemblée nationale. Théodore Dato a déposé une somme de 1 million de francs CFA représentant les frais d'achat de l'ouvrage par le président Kava Ege Djibril.
Félicitations à l'auteur. Au Sénat, les 4 derniers projets de loi soumis à l'examen de la Chambre sont adoptés. La plénière présidée ce mercredi par le premier vice-président Aboubakari Abdoulaye a en effet permis aux membres du gouvernement concernés de défendre les tout derniers textes. D'autres détails avec Mathieu Kemgo. Une lueur d'espoir pour les aveugles et déficients visuels du Cameroun. L'adoption du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de Marrakech leur facilite l'accès aux œuvres écrites. Ça va ouvrir de nouvelles perspectives à ces personnes-là, puisque ça leur donne accès à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'information de manière générale. Les sénateurs ont également dit oui au projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Georgetown par lequel le groupe des États ACP veut relever les défis du développement. Avec ce texte qui couvre beaucoup plus large, nous pouvons ensemble, les pays des États ACP, défendre davantage nos positions. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, a défendu et obtenu l'adoption du texte facilitant l'obtention du visa entre le Cameroun et les Émirats arabes unis. 2 pays qui seront bientôt liés par une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Le projet de loi y afférent était défendu par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. La page des sports, nous parlons des 8e journées internationales du sport. Le Cameroun a célébré l'excellence hier, mardi, à travers la cérémonie de remise des récompenses aux acteurs majeurs de la promotion de la paix, du développement et du sport au plan national et international. Sur cette cérémonie des awards présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique en collaboration avec la Commission nationale de l'UNESCO, je vous présente ici les têtes couronnées. C'est un reportage de Joseph Gouet à Manding. Chaque acteur célébré ce mardi au Palais des Sports de Yaoundé a marqué des esprits dans sa discipline. Nchout Njoya Adjara, talentueuse footballeuse, met tout le monde d'accord. Son compatriote Francis Nganou, boxeur sur le toit du monde de la catégorie des poids lourds, est aussi cet exemple de réussite sportive. Des prouesses qui font de ces 2 athlètes des prix de l'excellence sportive. Le prix de la promotion sportive est revenu à Victorine Foumoum, 12 fois champion du Cameroun de tennis de table, et Guy Raymond Moukoko, sans doute acteur de l'ombre, mais qui aura fabriqué des grands champions. Jean-Paul Akono, entraîneur de football, remporte le prix de l'abnégation sportive. Luisette Toubi Etamé, distingué pour son action diplomatique en faveur du développement. Dans le chapitre ouvert aux médias, des journalistes d'exception ont été récompensés. Joe Tebonken Kalaboupse et Abel Mbengue Moussi. Pour la gouvernance sportive d'exception, Hamad Kalkaba Malboum est honoré. Le sport, vecteur de développement et facteur de communication, la cérémonie des awards était ponctuée des solennités culturelles, alternées par le ballet des délégués régionaux des sports sur l'estrade pour leur paquet minimum. Et je vous l'annonçais en titre, il est dans ce studio. Nous allons célébrer avec le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, ces lauriers remportés hier. Bonsoir, colonel Hamad Kalkaba Malboum et bienvenue au 20h30. Bonsoir Adèle, merci de m'accueillir à votre stand. Merci. Alors, félicitations, je l'ai dit. Quels sont exactement ces facteurs qui ont milité hier à votre faveur au sein du jury pour ce prix que vous avez reçu, le prix de la gouvernance sportive d'exception, des actes de gouvernance d'exception donc que vous avez menés? Eh bien, je ne peux pas dire ce qui a milité à ma faveur au sein du jury puisque je n'étais pas membre de ce jury. Mais tout de même vos actions? Mes actions, on a cité un certain nombre d'activités qui relevé de ma compétence au plan national, au plan africain et au plan mondial. Effectivement, j'ai au Cameroun présidé 2 fédérations sportives successivement, la Fédération camerounaise de handball et la Fédération camerounaise d'athlétisme. Et quand on regarde dans le rétroviseur, au moment où j'étais à la tête de ces fédérations,
ces fédérations avaient bien fonctionné. Et aujourd'hui, depuis quelques années, je préside au décidé du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Là aussi, je crois que dans l'ensemble, les choses marchent bien. À l'international, bon, je préside la Confédération africaine d'athlétisme, qui augmente des résultats, qui fait plus de résultats que par le passé. Nous parlons athlétisme tout à l'heure. D'accord. Mais pour revenir à ce beau prix et à ces talents, à ces vertus que vous avez, et quand on regarde aujourd'hui les tensions au sein des fédérations sportives nationales, dont vous êtes par ailleurs le patron tout de même, quel est le message que vous pouvez leur apporter? Pourquoi cette déliquescence alors que vous excellez dans cette gouvernance sportive? Je pense que quelquefois, quand on regarde les conflits, il y a une tendance à gonfler les impacts du conflit sur le sport quand il s'agit du football spécialement. Parce que dans les autres fédérations, les choses ne marchent pas aussi mal que ça. On a vécu pendant cette Olympiade un cas malheureux à la fédération de karaté et beaucoup de cas de conflit à la fédération de football. Bon, mais recommander à tous ceux qui dirigent le sport. C'est que le sport, c'est d'abord une famille. Quand on crée une association, l'association rassemble des gens qui ont choisi de servir la cause que l'association doit défendre. Et dans ces conditions-là, c'est comme une famille, donc le dialogue est une chose essentielle. Et on se parle, et on découvre les points de divergence, on essaie de trouver les points de compromis aussi, pour reprendre la route et aller dans la sérénité vers l'objectif qui en vaut la peine, c'est-à-dire celui de servir le sportif qui est au cœur de toute activité sportive quand on est dans un mouvement associatif. Mais c'est un peu angélique tout ça, et l'argent au milieu de ces conflits alors? Vous savez, pendant longtemps, le sport n'attirait pas l'argent. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Comment on gère? Non, mais quand j'étais athlète, je jouais au handball au stadium de Madagascar sur du goudron. Je me blessais et tout, c'était à moi d'aller me soigner, d'aller chercher l'infirmier pour me faire le pansement. Je ne gagnais aucun franc. Donc c'était pour mon plaisir à cette époque-là. C'était pour la gloire quand on remportait une victoire. Aujourd'hui, l'argent est certes venu, mais il n'y a pas que dans le sport que l'argent existe. Je peux prendre un exemple au Cameroun et je le prends souvent. La SNH n'est pas la société la plus pauvre du pays. Est-ce qu'on entend beaucoup de bruit là-bas? Au contraire, on dit que l'argent ne veut pas de bruit. Donc je pense qu'on peut avoir l'argent, et que cela ne provoque pas forcément de malentendus. Alors pour finir avec les Olympiades, les Jeux Olympiques, c'est Tokyo 2021, ce sera du 23 juillet au 8 août. Le Cameroun va accompagner 6 athlètes, on allait dire seulement 6 athlètes. Est-ce qu'ils se préparent déjà et comment, Monsieur le Président? D'abord, je pense qu'il faut recentrer un peu le jugement. Qualifier un athlète, ce n'est pas déjà donné. Et de nombreux comités olympiques vont, par invitation, n'arrivent pas à qualifier un seul athlète. Si nous en qualifions 6, c'est déjà très important. Et vous avez vu que la dernière athlète qualifiée est allée chercher sa qualification face à une athlète d'Océanie. Donc ce n'est pas donné. Nous sommes en train de chercher une autre qualification face au Chili. Donc, ce n'est pas une chose facile. Les matchs dont on va parler tout à l'heure en Turquie. Pour un athlète, il doit d'abord se battre pour améliorer sa performance et ensuite se qualifier avant d'aller au podium. Donc, nous sommes qualifiés, nous avons 6 athlètes pour le moment, mais nous avons encore des possibilités d'être qualifiés dans 3 ou 4 sports. Le football, l'athlétisme, l'haltérophilie, le judo et peut-être encore la lutte. Donc, nous allons... Espoir de médaille? Possible. Tous ceux qui se qualifient vont pour être au podium. Bon, le sort peut être contraire, mais on ne peut pas d'avance dire que la médaille est là. C'est à l'issue de la compétition qu'on sait si la médaille est là ou pas. Quel que soit le cas, le Cameroun participe aux Jeux Olympiques depuis 1968. Le Cameroun connaît toutes les couleurs des médailles. Donc, l'ambition pour nous, ce n'est plus l'unique médaille, mais 2 médailles ou 3 médailles. De rester au top tout de même. Voilà. Et de rester aussi avec des athlètes qualifiés. Tout ça, on note cet effort que les athlètes du Cameroun sont venus qualifier régulièrement selon les standards internationaux. Ça donne de la valeur à la participation.
Merci, Monsieur le Président. Vous restez pour le dernier mot avant de refermer ce journal. Nous allons donc voir la préparation des Lions indomptables du football pour ces Jeux olympiques de Tokyo 2021. Les Lions qui jouent la qualification en aller et retour les 10 et 13 avril contre la sélection nationale du Chili. Vous l'avez dit tout à l'heure, un face-à-face qui se déroule en terrain neutre, c'est en Turquie. Les Camerounais sont déjà à Antalya où nous retrouvons dans la tanière et pour leur état d'esprit, Joseph Gouet Amandeng. Le sélectionneur Alain Djemfa a tout pour qualifier les Lions indomptables pour Tokyo 2021. L'effectif affiche complet à Antalya, en Turquie, avec la présence des cadors, comme Nchout Njoya Adjara, meilleure buteuse de son club Atlético de Madrid en Espagne, Geneviève Ngombelec, vainqueur de la Coupe d'Israël avec FC Kiryat, Raissa Fedio de Tenerife en Espagne, et toutes les autres Lions qui ont disputé les 8e de finale de la dernière Coupe du Monde de football féminin en France. La sélection est en stage depuis le 17 mars dernier. Il s'agit pour nous de mettre sur pied déjà un bloc team et surtout pour pouvoir penser aux différentes animations. Et dans les animations, il faut penser aux transitions et aux exercices de finition. Et sur le plan psychologique, il dit aux filles pourquoi nous devons jouer ce match, comment nous allons le jouer et pourquoi nous devons le gagner parce que c'est une finale. Ce 10 avril, c'est le Cameroun qui reçoit le Chili à Antalya. Match retour le 13 avril dans les mêmes installations turques. Comment elles vous apparaissent, votre réaction? Confiante. Je les ai vues avant qu'elles ne partent pour Antalya. J'ai accompagné le ministre des Sports et de l'Éducation physique, leur dire au revoir. Elles ont pris des engagements moraux, ils ont pris des engagements de défendre la nation. Je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'elles vont se présenter à leur match. Ce sera un match, donc c'est simplement, pas plus. D'accord. On espère donc également des médailles pour ces filles-là à Tokyo. Vers la fin du mois d'août, nous célébrerons ces médailles comme nous vous célébrons. Encore une fois, félicitations, colonel Ahmad Kalkaba Malboum, pour ces lauriers hier pour la gouvernance sportive. Merci Adèle. Je voudrais quand même dire un mot par rapport à cette reconnaissance nationale. Il est courant d'entendre les gens dire « nul n'est prophète chez soi ». Et être reconnu chez soi, c'est beaucoup plus difficile que d'être reconnu sur une scène où les gens ne vous connaissent pas toujours très bien. Donc je pense que c'est un moment très important pour moi que toutes les années que j'ai passées à œuvrer pour le sport soient reconnues de cette manière. Et j'en suis très fier, mais j'en suis fier avec beaucoup d'humilité. Fierté légitime, en tout cas. Merci d'être venu célébrer avec nous aux 20h30. Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, c'est la fin de ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise Eno-Ambarga Aoumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit. Un journal présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement après le journal le magazine des hommes et des vies. Très belle soirée sur nos antennes et à demain 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.